Call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend. Seemed like this summer I sneaked out to be with her. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette mini présentation sur la prise en charge du trauma chez le mammifère non humain. Alors je me présente rapidement pour que vous puissiez me situer. Donc je suis le docteur Alexandra Després, je suis psychologue de formation et spécialiste de la communication non verbale chez l'humain, l'observation du bébé, etc. Et je suis aussi une passionnée d'éthologie par l'effet de la vie, je me suis retrouvée donc chargée de cours à l'Académie de shiatsu animalier des Trois Frontières, où je présente en général la question du trauma chez le mammifère non humain. Alors, avant de parler de MDR, donc qui est une prise en charge possible et à l'étude du trauma chez les animaux, il faut quand même d'abord parler de ce que c'est que le trauma. Alors qu'est-ce que c'est que le trauma? Eh bien le trauma, c'est lorsqu'un individu, alors pour le coup humain ou animal, a été exposé à un événement dans lequel les éléments suivants ont été présents. Donc une peur intense, quelque chose d'extrêmement puissant et potentiellement douloureux. Une impuissance, c'est-à-dire que l'individu a été coincé en incapacité de pouvoir se défendre et de réagir. Et en général, c'est associé à une menace pour son intégrité physique, alors chez l'humain aussi une intégrité psychique, ou celle d'un congénère. C'est-à-dire qu'on peut aussi être traumatisé par le fait d'avoir été témoin du trauma chez un autre individu de son espèce. Donc pour les humains, par exemple, les enfants vont être traumatisés de voir leurs parents se battre, par exemple, et chez les animaux, si vous avez un cheval qui est témoin d'un accident majeur et d'une violence majeure sur un de ses congénères, ça peut le traumatiser. Alors, quels sont les effets du trauma sur le fonctionnement de l'individu? Ça, c'est quelque chose d'important. En fait, l'événement traumatique est un événement qui va déborder les capacités d'intégration du système nerveux par son intensité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'événement traumatique est tellement puissant qu'il déborde tous nos systèmes d'information, donc tous nos systèmes perceptifs, et que le cerveau, qui est une machine à traiter les informations qui viennent de nos sens, ne sait plus quoi faire de toute cette information, est débordé, et il disjoncte en fait, et donc toutes les informations reçues à ce moment-là sont comme gelées dans le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau les prend et puis il ne sait pas quoi en faire, et elles ne peuvent plus donc être utilisées de façon adaptative, parce que normalement le cerveau c'est une machine à faire du sens, c'est une machine à faire des liens, c'est une machine à apprendre, qui a pour fonction de nous maintenir en survie, donc il apprend des choses, le cerveau, en faisant le lien entre les différents événements et nos différentes sensations, et il en tire un apprentissage pour nous permettre de survivre. Là, dans le trauma, il n'arrive pas à faire ça, et c'est pour ça que je vous ai mis l'image d'une bulle de savon gelée, parce que on va vraiment avoir cet effet-là dans les mémoires. Donc du coup, cette information traumatique va constituer un réseau mnésique dysfonctionnel, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas, et ça va perturber la perception de la réalité, c'est-à-dire qu'à partir de là, vous avez des informations traumatiques qui sont présentes dans le système nerveux, et à chaque fois qu'elles vont être restimulées par une information qui vient de l'extérieur, elles vont redéclencher l'expérience traumatique. Donc ça, par exemple, si vous avez un chien qui a été pris dans un accident de vélo, et qui a été douloureux, blessé, etc., à chaque fois qu'il va voir un mouvement, alors un vélo dans le meilleur des cas, mais tout mouvement, voiture, etc., ça va l'exciter complètement, il va revivre dans son corps le trauma. Alors du coup, ça va donner des symptomatologies diverses, anxieuses, agressives et souvent irrationnelles, qu'on a du mal à comprendre. Alors ça, c'est valable chez l'humain et c'est valable évidemment chez l'animal. Donc pour le chien, par exemple, vous allez avoir des grognements, des comportements de prostration, l'animal qui ne mange plus, etc. De l'agressivité sans savoir trop pourquoi, qui vient de façon, voilà, comme d'un coup. Des troubles du sommeil, des animaux qui sont agités, qui ont peur des bruits, qui ont peur des mouvements. Parfois aussi, quand ils ont été maltraités physiquement, qui ont peur du toucher. Alors du coup, on essaye de réfléchir à des traitements, évidemment, tant chez l'humain, évidemment, que chez l'animal. Alors chez l'humain, il y a quelques années, enfin il y a presque 40 ans maintenant,
On a eu les apports de Madame Shapiro qui ont été extraordinaires avec l'EMDR, donc qui a mis en place l'EMDR, qui est une psychothérapie qui permet aux personnes de guérir des symptômes et de la détresse émotionnelle qui sont le résultat d'expériences de vie perturbantes. Donc l'EMDR, c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing, donc ça veut dire qu'on utilise les mouvements oculaires, donc vraiment le balayage des yeux, pour désensibiliser les mémoires traumatiques et retraiter l'information qui est en lien avec ces mémoires traumatiques. Donc, pour donner un bref aperçu de ce qui se passe, le client est invité à se concentrer sur une image traumatique, alors après toute une anamnèse, etc. Les pensées négatives associées, les sensations corporelles associées à cette image, et on va faire le traitement EMDR et utiliser les stimulations bilatérales alternées pour permettre le retraitement de l'information. Alors, ces stimulations bilatérales alternées, elles sont essentielles. C'est elles qui font la particularité et la réussite de l'EMDR. En fait, on a des hypothèses que ça permettrait de déclencher de façon artificielle le retraitement des mémoires qui se fait normalement naturellement dans le sommeil pendant les rêves, en fait, puisque les rêves, c'est à ça que ça sert. Alors du coup, on s'est posé la question de l'EMDR chez l'animal. Alors évidemment, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des différences entre l'animal et l'humain, évidemment. Donc la première, c'est l'absence de langage. Et évidemment, le chien, le cheval, le chat, le cochon, le dauphin vont pas vous raconter leur vie et les souvenirs qu'ils ont de ces expériences traumatiques. Donc il va falloir plutôt travailler à créer un environnement au lieu d'un souvenir, c'est-à-dire qu'on va pas leur demander de se rappeler les choses, mais on va créer un environnement qui rappelle les choses. Souvent, le problème aussi qu'il y a, c'est que on n'est pas suffisamment calé en comportementalisme, en connaissance de l'espèce, et puis en connaissance de l'histoire de l'individu. Et donc, on a une méconnaissance de l'histoire et des symptômes, et donc on est plus sur des enquêtes un peu où on devine, on observe le comportement, c'est beaucoup moins précis que chez l'humain. Donc il y a un rôle majeur évidemment de l'observation. Et puis, on ne fait pas vraiment des retraitements au sens humain du terme de l'information, mais plutôt une désensibilisation, donc la désensibilisation standard, processus standard, mais là on va l'assister de stimulation bilatérale alternée, parce que ça va permettre au cerveau de traiter l'information de façon plus effective. Alors ça va passer par le toucher évidemment, la plupart du temps chez l'animal, puisqu'on ne va pas lui demander de suivre notre baguette avec ses yeux, mais on peut aussi éventuellement, le cas échéant, utiliser l'audition, et il y a des systèmes qui se développent actuellement. Alors les points communs quand même, il y en a, puisque on y réfléchit, c'est que évidemment les mémoires traumatiques, le processus de mémoire traumatique est équivalent chez le mammifère, chez tous les mammifères, qu'ils soient humains ou non humains. Donc ça fonctionne de la même manière, et ça donne le même type de symptômes. Les processus d'apprentissage et d'association sont identiques, renforcement positif, renforcement négatif, ça marche chez l'humain, ça marche chez l'animal. L'utilisation des stimulations bilatérales alternées chez l'homme et chez l'animal, ça fait partie des points communs, on utilise les deux, sauf qu'on utilise plus le toucher chez l'animal. Évidemment, il y a l'importance du contexte, de l'histoire et de la sécurité dans l'environnement, c'est-à-dire que ce soit chez l'humain ou chez l'animal, vous ne pouvez pas retraiter le trauma et changer les comportements si l'environnement n'est pas suffisamment sécurisé pour l'animal. Donc c'est parfois la première étape. Alors comment ça marche concrètement? C'est en plusieurs étapes. L'étape 1, évidemment, c'est l'anamnèse avec le propriétaire. On va passer beaucoup de temps à comprendre comment fonctionne l'animal. L'étape 2, ça va être l'observation des fameuses réactions traumatiques. On va essayer de voir, parce que ça va nous donner aussi des idées. Et puis après, on va établir un lieu sûr. Il y a toujours un processus, que ce soit dans le MDR humain ou animal, un processus d'abord de sécurisation. On va d'abord mettre des ressources. Et parfois, c'est juste ça qui est suffisant. Et puis l'étape 4, qui se fait en une ou plusieurs séances, de désensibilisation assistée par des stimulations bilatérales alternées. Voilà, là je vous ai mis la photo de Blue. Blue, c'était un petit chien qui a été extrêmement maltraité dans sa vie, battu, affamé, etc., et qui a été adopté par une de mes amies et collègues. C'est un petit chien anglais. Et quand elle l'a reçu à sa maison, c'était assez dramatique, puisqu'il pouvait pas le toucher. Enfin, il se reposait pas, il avait beaucoup de symptômes anxieux. Il aboyait pas, il était pas dérangeant, mais il était prostré.
Et je me suis aperçue qu'en fait, il était terrorisé par la main de l'homme. Dès qu'on essayait de le rassurer en le caressant, en fait, il se gelait, son cerveau s'arrêtait de fonctionner et il était terrorisé. Donc, on a fait tout un tas de protocoles, de petites stratégies pour petit à petit lui permettre de recevoir le réconfort quand il est très stressé. Et on a utilisé les stimulations bilatérales alternées. Au lieu de les faire au-dessus de son corps, on les a fait au-dessous parce qu'il avait eu moins de trauma sous son corps en fait qu'au-dessus, donc il se gelait moins. Et aujourd'hui, Blue est un petit papy tranquille, encore un peu anxieux, mais qui peut profiter de se reposer et d'être en lien avec les humains qu'il aime. Alors d'autres exemples de trauma chez les animaux comme ça qui me sautent à la tête. Voilà, un labrador qui a pu être terrorisé par une plaque métallique qui peut y avoir dans les travaux. Vous savez, quand ils font des trous, ils mettent des plaques métalliques et puis là le chiot est passé dessus, ça a fait un bruit immense et il s'est retrouvé coincé dans les systèmes de barrières qu'il y a autour en général. Bon, il y avait la voiture, il a été tenu par la laisse, etc. Bon, l'ensemble de ces choses fait que cet animal, maintenant, est toujours sensible à la moindre plaque d'égout, gamelle métallique, son métallique. Et évidemment, avec le MDR, on peut désensibiliser ce genre de choses, et ce chien peut maintenant manger et boire dans des gamelles métalliques sans aucun problème. Alors, je pourrais vous citer d'autres exemples, mais voilà les premiers qui me viennent en tête. Je vous remercie de votre attention pour cette présentation extrêmement rapide et puis je vous propose, si ça vous intéresse plus en avant, de prendre contact avec Michel Legrand, qui est donc la responsable de l'Académie de Shiatsu Animalier des Trois Frontières et qui saura vous en dire plus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Call me up, dear, it's been more than 1 year.